Nous sommes effectivement sur la victoire de Donald Trump, même si depuis ce matin, il n'y a pas, depuis 9h ce matin, on reste sur le même score, c'est-à-dire on est à 266 députés, nous sommes d'accord. Des prévisions annoncent 277. Ah, 277, voilà, parce qu'il y a des donc États qui viennent de changer. Voilà, on est entre les deux. Mais il n'y a pas d'officialisation, si vous voulez aller sur ce terrain-là. Mais il n'y a pas de résultat ces dernières minutes des derniers États, ce qu'on appelle les swing states. Voilà, nous attendons les confirmations des derniers États, exactement. Nous sommes d'accord. Alors, je vous propose d'être avec Caroline Baudry, que vous connaissez, qui est journaliste à Europe 1. Elle se trouve actuellement à Palm Beach, en Floride. Vous avez une nuit agitée, j'imagine, Caroline, parce que quelle heure est-il chez vous? C'est presque le petit matin, désormais. Oui, c'est ça, il est 5h du matin, 5h17 exactement. Bon, je vous remercie d'être resté avec nous, et on vous a beaucoup écouté sur Europe 1, avec beaucoup de qualité et d'expertise, parce que vous avez vu monter, ça fait plusieurs jours que vous êtes aux États-Unis, et vous avez vu cette colère. Est-ce que c'est cette colère, d'ailleurs, qui explique la victoire de Trump, selon vous? Oui, je pense en réalité, bon, c'est facile à dire maintenant, mais quand j'ai vu ces résultats écrasants, j'étais pas du tout étonnée, parce que donc ça fait 12 jours que je suis sur place. J'ai fait 3 États, 2 États clés, la Pennsylvanie, la Géorgie, pour ensuite terminer par la Floride. Donc plus de 15 reportages dans à peu près environ 10 villes différentes. Et ce qui m'a vraiment marqué, Pascal, donc c'est que l'immense majorité des gens que je rencontrais, donc quels que soient les sujets que je traitais, me parlaient de leur pouvoir d'achat. Donc tous, les vieux, les jeunes, les démocrates, les Afro-Américains, les immigrés, les latinos, tous. Il faut savoir que donc les prix ont augmenté de près de 20% depuis 2021, après le Covid. Donc ça correspond à l'inflation généralisée qui touche l'Europe aussi, hein. Et donc voilà, tous ces gens donc dans les supermarchés qui n'arrivaient plus à joindre les deux bouts. J'ai rencontré des femmes au foyer qui élevaient leurs enfants et qui étaient obligées de retourner au travail pour continuer à vivre. Enfin, j'ai vraiment senti une détresse de la classe moyenne et un vrai sentiment de déclassement à la fois individuel et à la fois du pays. Et donc à ce moment-là, la question, c'était pas du tout de savoir si on aimait Trump ou pas, si on aimait le personnage de Donald Trump, s'il était bon ou pas de voter pour lui, est-ce que c'était moral ou non. C'était vraiment le rejet du vote démocrate, puisque les démocrates sont au pouvoir depuis 4 ans, donc il fallait juste des solutions vite. Et donc ce qui apparaissait comme être la solution, c'était le retour de Donald Trump, puisqu'effectivement les prix étaient beaucoup plus bas. Et ce que vous dites est intéressant, parce qu'il y a un paradoxe, c'est que les indicateurs macroéconomiques sont plutôt bons aux États-Unis. Et les éditorialistes, lorsqu'ils parlaient de l'économie aux États-Unis, ils insistaient sur les indicateurs macroéconomiques. Mais l'intelligence de Trump, c'est effectivement d'avoir parlé du coût du logement, de l'inflation, du prix de l'essence, parce que les salaires, mais ça, on peut faire le parallèle avec la France, sont beaucoup trop bas. Et vous avez aujourd'hui des gens en France qui ne peuvent plus joindre les deux bouts, comme on dit. Alors, ces gens que vous avez rencontrés, ils pensent donc que ça va changer avec Trump, mais comment pensent-ils que ça va changer, Caroline? Concrètement, qu'est-ce que Trump leur a dit pour qu'ils soient convaincus qu'il faille voter pour lui? Le premier argument, donc ce qui vient tout de suite très vite, c'est de dire mais c'est un businessman, donc il connaît le métier, il connaît l'argent, entre guillemets, donc il saura nous trouver des solutions. Après, voilà, est-ce qu'ils ont raison, ça, je serais pas capable d'en juger, mais en tout cas, c'était l'argument principal qui était avancé, et de dire tout simplement qu'en fait, ces problèmes n'existaient pas sous le mandat de Trump, et que donc c'est comme ça en fait que tout allait rentrer dans l'ordre, et qu'en fait il n'y avait finalement pas de risque réel à revoter pour Trump, même certains démocrates qui sont soit passés du côté Trump, ou alors qui juste en fait ne votaient pas cette année. Ça, c'était assez nouveau, donc j'ai rencontré beaucoup de démocrates qui étaient tellement dégoûtés qu'ils n'allaient pas aux urnes, et à l'inverse des personnes qui ne votaient pas d'habitude qui là allaient voter pour Donald Trump. Eh bien, merci beaucoup Caroline Baudry, journaliste d'Europe 1, actuellement à Palm Beach en Floride. Je vous propose d'écouter de nouveau Gérard Carrérou, qui était l'invité de Sonia Mabrouk ce matin sur CNews Europe 1. Moi, j'ai passé, comme tous les étés, effectivement, depuis 50 ans, j'étais aux États-Unis. Je me suis promené, j'ai fait les courses avec le caddie, j'ai vu ce qu'était l'inflation, j'ai vu des gens qui, effectivement, pouvaient plus payer les produits de base. J'ai vu les gens se plaindre à la pompe à essence en disant, nous, pays qui produisons notre pétrole, on paye de plus en plus cher, etc. Les Américains se sont prononcés d'abord, je dirais, par leur caddie et leur porte-monnaie.
premièrement, et deuxièmement, parce que le gouvernement qu'ils ont depuis Biden, je ne veux pas imputer à Kamala Harris, elle a été inexistante dans les dernières années. Elle a surgi à faveur de l'esquive de Biden. Mais donc, la politique a été suivie, ne leur a pas plu, ne leur plaît pas, et ils se sont insurgés. Parmi les messages et les réactions, il y a celle de Sandrine Rousseau que je retiens. Les États-Unis sont le théâtre d'un backlash, climato-sceptique, masculiniste et raciste, soutenu et encouragé par les acteurs d'une économie libérale avide de profit. Angoisse. Bon, je suis pas sûr qu'elle comprenne la société américaine, Madame Rousseau. Pierre-Alexandre est avec nous. Bonjour Pierre-Alexandre, vous avez 23 ans, vous poursuivez des études de droit à Columbia University à New York et vous habitez Manhattan. Exactement. Bonjour. Bonjour Pierre-Alexandre, il est quelle heure à Manhattan ? Il est 5h22 là. Bon, 5h22, vous n'avez pas dormi de la nuit ? Non, mais en fait, on est rentré assez tard avec quelques amis. On était au Rockefeller Center, au centre de Manhattan, pour voir les résultats sur des écrans géants. Bon, vous êtes un électeur, alors vous n'avez pas voté, bien évidemment, puisque vous êtes français. Exactement. D'abord, c'est une belle aventure que vous vivez. Hein. Vous avez beaucoup de chance. Études de droit à Columbia University à New York. Vous êtes de quelle ville en France ? J'étais étudiant à Paris l'année dernière à Sciences Po. Et vous êtes aujourd'hui, vous avez pu poursuivre dans ces cas-là. C'est vous qui payez. Pardonnez-moi de poser cette question. Absolument. Aussi simple, je me suis endetté comme beaucoup d'étudiants américains. C'est vous qui avez fait un emprunt parce que ça coûte cher, j'imagine, d'être à Columbia University. Mais je crois que je vous connais en fait. Vous êtes venu sur notre plateau. Bien sûr, je vous connais très bien. Oui, vous étiez intervenant. Évidemment. D'accord, Pierre-Alexandre. Je me remets, si j'ose dire. Effectivement, vous aviez pris la parole sur les plateaux de CNews pour dénoncer ce qui se passait à Sciences Po. Bon, comment vous analysez cette victoire ? C'était pas forcément une surprise sur l'issue, c'est-à-dire que beaucoup de personnes ici s'y attendaient, beaucoup de nos professeurs s'y attendaient, etc. La seule vraie surprise, c'est la rapidité et la facilité avec laquelle les États sont tombés les uns après les autres assez rapidement dans le giron républicain. Et puis aussi en fait ça démontre aussi je pense une mécompréhension, une incompréhension des médias français de la situation politique ici, parce qu'on avait l'impression que il y avait un enthousiasme débordant autour de la campagne de Kamala Harris, et la réalité c'est que ici on est dans un bastion démocrate et que en fait il y avait beaucoup plus de supporters de Trump qui étaient visibles dans les rues depuis des semaines. Il n'y avait pas de mobilisation étudiante, pas d'événements démocrates dans l'université, etc. Donc c'était assez surprenant de voir que en fait il y avait vraiment les démocrates qui étaient complètement atones et on avait l'impression qu'ils étaient résignés, ce qu'on ne voyait pas du tout dans les médias français, quoi. Alors vous dites incompréhension des médias français, il y a aussi une part d'idéologie et de militantisme, hein, disons-le. C'est-à-dire que toutes les voix que, notamment dans le service public, on va citer France Inter, France Télévisions, toutes les voix qu'on entend depuis des jours, c'est de dire que la campagne américaine est horrible, que Monsieur Trump est un fasciste. Ce sont des intellectuels comme Douglas Kennedy qui prennent parfois la parole, pas que, bien sûr. Et puis c'est l'espace médiatique français qui, une nouvelle fois, sera passé à côté, complètement à côté d'ailleurs, et qui n'aura pas vu venir. Et si je peux ajouter, en fait, on avait aussi la description dans les médias français partout qu'il y avait deux Amériques face à face, qui étaient irréconciliables, etc. Et en fait, quand on est vraiment sur le terrain, par exemple là, quand on était devant les écrans géants, vous aviez des électeurs démocrates qui avaient leurs t-shirts démocrates, vous aviez des électeurs républicains avec des casquettes de Donald Trump, etc. Et il y avait plutôt une ambiance pacifique. Calme. Ça, c'est intéressant d'entendre ça. Pierre-Alexandre, on marque une pub parce qu'on a décidé de ne plus jamais être en retard. Nous sommes à l'heure. Vous écoutez Pascal Praud et vous sur Europe 1 et vous réagissez au 01 80 20 39 21. Nous étions avec Pierre-Alexandre avec qui nous allons terminer peut-être l'échange. Pierre-Alexandre, dans la société américaine telle que vous la vivez, dans votre université, il y a d'autres nationalités sans doute que la nationalité française ? Oui, énormément. En fait, on est dans un programme où il y a des personnes qui viennent vraiment de quasiment tous les pays du monde. Et quelle est la tendance, quelle est la couleur de ces jeunes étudiants ? Mais c'est ça qui est particulièrement intéressant parce qu'il y a une idéologisation beaucoup moins importante qu'en France, j'ai l'impression. C'est-à-dire qu'il y a plus de tolérance, plus de diversité et on peut dialoguer
entre nous. Peut-être parce qu'on vient aussi d'une diversité de pays plus importante. Louis est avec nous et il voulait intervenir s'il est ingénieur sur Donald Trump. Je vais vous remercier, Pierre-Alexandre. Je vais vous remercier grandement. Et puis peut-être vous allez prendre quelques minutes de repos parce que demain vous avez cours. Quoi, demain c'est déjà demain, j'ai envie de dire. Vous avez cours à quelle heure ? À midi. À midi. Bon, vous allez vous reposer un petit peu, vous allez dormir ? Absolument, c'est le projet. Vous êtes resté éveillé rien que pour nous ? J'ai prolongé 1 heure, oui. Bon, vous avez 22 ans, je vais vous dire, il y a beaucoup de gens peut-être qui sont en train de vous écouter. Moi, je vous envie, parce que 22 ans, vous êtes à Manhattan, vous êtes en colocation, vous êtes tout seul, comment ça se passe ? C'est ça. En fait, on est dans un bâtiment de l'école de droit et en fait, voilà, on a chacun une chambre. Et vous payez combien sans indiscrétion ? Parce que vous avez dit que vous étiez endetté. Non, le loyer est beaucoup plus cher. On est au-delà de $2 000 par mois. Et, $2 000 votre chambre ? Oui, on en revient au sujet de l'inflation. Et c'est vrai que faire ses courses ici, c'est pas du tout la même chose que faire ses courses à Paris. Mais vous avez emprunté, pardonnez-moi de poser ces questions, parce que vous avez emprunté à quelle somme pour faire vos études ? J'ai emprunté au-delà de 100 000 euros. De 100 000 euros. Et il y a un banquier donc, qui vous a prêté, parce que vous êtes un jeune garçon plein d'avenir, prometteur, qui vous a prêté 100 000 euros, sans caution. C'est ça. C'est-à-dire que les salaires ensuite confortent les banquiers. Mais ça, c'est une banque américaine ou c'est une banque française qui vous a prêté 100 000 euros ? Une banque américaine. C'est vraiment passionnant. Alors, pour tout vous dire, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui nous écoutent et qui ne connaissent pas ce système. Et là, vous avez combien d'années d'études ? Juste 1 an, en fait, je passe le barreau à la fin de l'année. Et vous serez avocat donc à la fin de l'année ? Exactement. Et vous serez avocat aux États-Unis ? Exactement. Wow. Donc vous n'allez pas rentrer en France ? Je pense que je finirai par rentrer en France, mais le projet est de commencer une carrière ici, en effet. Mais alors, votre famille, elle est évidemment française, elle est peut-être non pas triste, parce que vous êtes un jeune garçon brillant qui fait des études magnifiques, mais peut-être que vos parents, ils se disent, voilà, mon fils, c'est une nouvelle vie, et pour lui, une nouvelle aventure, et puis il y a peu de chances qu'il revienne, parce que la société américaine a bien des avantages. Et en effet, après, il y a aussi le sujet des visas aux États-Unis qui sont de toute façon, sous l'administration Biden comme sous l'administration Trump, extrêmement difficiles à obtenir. Donc, c'est pas facile de rester travailler aux États-Unis, même si on a un travail stable, etc. Donc, probablement que je devrais revenir assez rapidement. Alors, pour ceux qui nous rejoignent à l'instant, Pierre-Alexandre était étudiant à Sciences Po. Il est parti faire 1 année de droit aux États-Unis. Il a emprunté 100 000 euros à une banque américaine pour poursuivre ses études. Il paye 2 000 euros une chambre aujourd'hui, donc c'est quand même pas donné, parce que 2 000 euros à Paris, vous avez déjà en location, j'imagine, plus qu'une chambre. Je pense même que vous avez un bel appartement. Et puis, vous parliez de la vie quotidienne quand on fait ses courses, et ça aussi, ça m'intéresse. À New York, quand vous faites vos courses, Pierre-Alexandre, est-ce que vous pouvez nous donner quelques exemples de prix bien plus élevés qu'à Paris ? Oui. Ah oui, complètement. Par exemple, vous voulez un café, vous en avez pas à moins de $7, $8. Vous voulez, je sais pas, par exemple, tous les végétaux, les fruits, les légumes, les prix sont 3-4 fois plus chers. C'est pas du tout la même chose, en fait. On n'est pas du tout dans le même ordre d'idée. Vous allez au restaurant de temps en temps ? Non, parce que les restaurants, vous mangez un plat de pâtes, c'est $50 aujourd'hui. Oui, il n'y a pas d'intermédiaire comme on peut avoir à Paris avec nos bistrots, nos brasseries. Il n'y a pas vraiment d'intermédiaire, en fait. Et après, il y a les fast-food. Bon, vous parlez couramment l'américain aujourd'hui ? J'essaye de m'améliorer au fur et à mesure, mais oui, je comprends quand même. Bon, c'est bien. Écoutez, merci Pierre-Alexandre, vraiment, parce que je trouve que c'est une belle aventure d'avoir 22 ans aux États-Unis, et peut-être que si nous avions cet âge-là, et on s'interrogerait, est-ce qu'on doit rester en France avec ce qui existe dans notre pays, ou est-ce qu'on doit tenter l'aventure comme d'autres l'ont fait avant nous, et de changer l'itinéraire de toute une famille ? Parce que quand on part, évidemment, aux États-Unis, peut-être qu'on ne revient jamais. Et qu'il y aurait un Mr. Proud, parce qu'il t'appelle pas comme ça aux États-Unis. Ils t'appellent pas Pro, ils disent Proud. Mais qui vous appelle Proud ? Quand je vais aux États-Unis. Mais vous allez aux États-Unis, vous ? Quand je vais régulièrement. Ouais, jadis. 11h37, merci Pierre-Alexandre. Europe 1, Pascal Praud.
Donald Trump élu président des États-Unis et cette fois-ci c'est officiel, l'alerte vient de tomber. Alors là encore tout le monde s'était trompé puisqu'on disait qu'on ne saurait pas la réponse aujourd'hui, on ne la saurait pas demain, on la saurait dans un mois, etc. À l'arrivée c'est un raz-de-marée. Vraiment naufrage de l'audiovisuel, de la presse française, etc. Naufrage absolu. Et c'est intéressant d'ailleurs ce qu'il dit Pierre-Alexandre, parce que le pays n'est pas aussi divisé que ça a été dit dans les médias. Et nous allons être avec, je crois que c'est Louis. Louis, bonjour. Vous appelez d'où, Louis? Bonjour Pascal. Vous nous appelez d'où? J'appelle de Tours. De Tours. Ah oui. Donc effectivement, c'est plus près que New York. Ah bah c'est pas New York, exactement. Bon, qu'est-ce que vous faites dans la vie, Louis? Je suis ingénieur dans le bâtiment. Ingénieur, quel âge vous avez? 32 ans. Bon, quel regard, quelle analyse vous pouvez faire sur ce qui s'est passé cette nuit? Et bah d'abord, je me permets, quel kiff. Ah oui, parce que vous êtes un électeur potentiellement trumpiste. Non, pas particulièrement trumpiste, mais je vais vous dire, moi le plaisir que j'ai, puisque je suis pas américain, donc quelque part ça me concerne pas, en tout cas pas directement, mais le plaisir que j'en tire, c'est de voir ce revers que prend toute une classe politique et médiatique qui a été extrêmement méprisante et qui est méprisante depuis 10, 20, 30 ans, 50 ans auprès de certains électeurs, de certains citoyens, et de les voir se prendre un revers comme ça, un revers par des urnes. Voilà, moi ça me fait plaisir, ça me fait du bien. Je suis d'accord avec vous, mais ça changera rien. Je peux vous dire que non seulement ça changera rien, ils vont vous expliquer demain qu'ils avaient quand même prévu tout en ne prévoyant pas, mais qu'ils avaient dit la vérité, etc. Je les connais par cœur. Alors là, je peux vous dire que ça change rien et ça change tout. Pascal, oui. Regardez le nombre de médias qui traditionnellement prenaient parti dans la dernière ligne droite juste avant l'élection et qui ne l'ont pas fait. Ça change les choses quand même. Il y en a plein qui ne l'ont pas fait. Il y a eu des scandales d'ailleurs. Il y a plein de lecteurs, je crois, du Washington Post qui disaient mais c'est scandaleux, vous n'avez pas pris parti pour Kamala Harris. Ils ont dit non, on le fait plus. Je crois que c'est Jeff Bezos, l'actionnaire principal, le patron d'Amazon, qui leur a dit non, on ne fait pas. Donc je pense que mais ça ne changera rien ici en France. C'est-à-dire que moi je parle du service public. Le service public, je peux en parler parce que c'est quand même les impôts des Français. Ce qu'on entend sur France Télévisions, sur France Inter, le wokisme infusé matin, midi et soir. Les positions morales infusées matin, midi et soir, d'expliquer que l'électeur de Donald Trump, il est raciste, il est inculte, c'est un fanatique mal dégrossi, un mal blanc obèse avec une casquette rouge, un chapeau de cow-boy, un pauvre diable manipulé par Trump. Voilà ce qu'on entend matin, midi et soir. Ben non, en fait. En fait, non. Il y a des motivations qui peuvent expliquer qu'on vote pour Trump. Et ce que j'attends d'un journaliste, c'est qu'il comprenne, qu'il explique, pas qu'il donne son sentiment. Généralement, pour des raisons qui sont de l'ordre de la posture, cher Louis. Pascal, de la posture. J'ai de la famille aux États-Unis. Oui. Ils ont voté pour Trump. Et vous savez pourquoi ils ont voté pour Trump? Parce que c'est le seul qui a parlé pouvoir d'achat. Ben oui. Inflation et emploi. Oui. Ils m'ont dit, mais vraiment, c'est le seul qui nous a compris. Mais je suis bien d'accord avec vous et nous l'avons dit, effectivement, il a parlé pouvoir d'achat, prix de l'essence, coût du logement, quand les auditorialistes à Paris ou à Washington d'ailleurs, ne regardaient que les indicateurs macroéconomiques qui, c'est vrai, sont positifs. Et il y en a une qui, je me permets de le dire comme ça, qui est sur la bonne voie parce qu'elle prend le même virage, c'est-à-dire pas populiste, c'est le même virage proche des gens. Pour moi, c'est Marine Le Pen. Moi, je fais un parallèle direct, je me permets de le faire. C'est-à-dire que le positionnement... Elle n'est pas sur le positionnement économique, Donald Trump. On marque une pause, il est 11h42. Je vous coupe parce que désormais, il ne sera plus permis d'être en retard. On time. À l'heure. Qui était l'hymne, quel naufrage, je le dis depuis ce matin, pour les éditorialistes, les commentateurs, les journalistes de la plupart des rédactions de France, incapables d'annoncer la victoire de Trump, incapables d'imaginer la victoire de Trump et de considérer toujours en surplomb le vote des Américains. Ce qui se passe d'ailleurs dans les réactions des uns et des autres. J'ai vu la réaction de Marine Tondelier, par exemple. Elles vont être très intéressantes, toutes ces réactions aujourd'hui. Celle d'Olivier
fort, par exemple, qui dit « Le moment n'est pas aux larmes, il est à la réaction, il n'est pas aux leçons de morale, mais à l'affirmation d'un projet pour la France et l'Union européenne. L'Union européenne n'est pas le 51e État américain. » C'est intéressant parce qu'il répond par l'Europe, alors que précisément le vote américain, c'est un vote nationaliste. C'est un vote identitaire. L'Amérique dit j'aime l'Amérique, mais les Français ont envie de dire souvent j'aime la France, comme les Allemands ont envie de dire j'aime les Allemands. L'Europe, bien sûr, mais d'abord la France, c'est-à-dire que l'identité française, ce n'est pas un gros mot, l'identité française. Louis, qui habite Tours, qui est ingénieur et qui est avec nous, Louis, vous avez regardé d'ailleurs cette nuit ou vous avez appris les résultats au petit matin? Au petit matin, c'était trop tard. Donc j'ai regardé un peu hier soir, ça sentait bon. Et puis ce matin, on se réveille avec le sourire, quoi, effectivement. Bon, écoutez, et aujourd'hui vous avez le sourire et vous pensez, vous, que ce vote peut inspirer notamment Marine Le Pen. Et je vous disais avant la pause que Marine Le Pen, elle n'est pas du tout sur la ligne économique de Donald Trump. Donald Trump, c'est un libéral. Madame Le Pen, non seulement elle n'est pas libérale, mais souvent elle aime dire qu'elle n'est pas de droite. Souvent elle dit ça. Mais moi, je suis pareil. C'est-à-dire que je suis pas libéral particulièrement non plus. Je me réjouis évidemment du revers qu'a pris l'intelligentsia américaine, mais pas au-delà. Ce que je veux dire, c'est que Marine Le Pen, là où je fais le parallèle, c'est qu'elle parle des mêmes thèmes. Elle n'a pas forcément les mêmes solutions, mais en France, il n'y a pas beaucoup qui nous parlent de pouvoir d'achat, qui nous parlent d'emploi, qui nous parlent de souveraineté économique. Ils nous parlent tous de progrès, ils nous parlent tous de wokisme, en fait, en quelque sorte. Et il y en a très peu qui parlent de choses concrètes, qui parlent au peuple. Donc, sincèrement, c'est pour ça que je fais ce parallèle. Merci beaucoup, Louis. Je vais citer Marine Tondelier d'Europe Écologie Les Verts qui a dit « Cet enfer qui se profile ». Vous vous rendez compte, elle pense que c'est l'enfer, Madame Marine Tondelier. Mais je pense que Marine Tondelier, il faut la faire parler parce qu'elle donne du carburant, en fait, à ceux qui sont contre elle. C'est ça le paradoxe. Parce que quand on dit des choses aussi excessives, cet enfer qui se profile, courage aux Américaines et aux Américains qui seront en première ligne des politiques de Trump. Courage à nous toutes et tous. Il n'y a pas l'ombre d'un argument, comme toujours. Parce que Madame Tondelier, je pense qu'elle ne connaît pas le programme. Je pense que là aussi, on est dans la posture qui est relayée par l'espace médiatique. Il faudra interroger d'ailleurs Madame Rousseau le nombre de fois où Madame Rousseau est présente sur tous les plateaux de télévision pour dire... pour répéter un discours qui est sans doute ultra minoritaire. Si Madame Rousseau, elle va toute seule à une présidentielle, elle va pas faire 10%. Et je suis même pas sûr qu'elle fasse 5%. Nous sommes avec qui? Eric, je vous ai tout envoyé par SMS. Eh bien, merci. Bonjour Eric. Bonjour. D'ailleurs, avant cela, on peut peut-être écouter Vincent Hervouette, qui était tout à l'heure sur le plateau de CNews et d'Europe 1 d'ailleurs, et qui expliquait que l'enthousiasme de certains ce matin pour l'élection de Trump peut être douché rapidement parce que pour les Européens, c'est pas forcément une bonne chose parce que Trump, il défend d'abord les Américains. Il va falloir accrocher sa ceinture, ça va pas être profiter de ce grand moment de Trumpisme, parce que je suis pas du tout sûr que dans quelques mois, on soit aussi enthousiaste en regardant le 47e président et son administration agir. Parce que ça va être... Pour nous, Européens. Mais bien sûr, oui. Bon, d'abord, il va s'occuper de l'intérieur bien davantage que de l'instabilité extérieure. Ça va d'abord être, effectivement, se battre contre l'inflation, plus de protectionnisme, plus de régulation. Bon, mais pour nous, Français, ou Européens, les lendemains vont être assez raides. Alors, j'imagine qu'aujourd'hui à Kiev, les Ukrainiens se réveillent avec une grande angoisse, puisqu'il a dit qu'il allait régler le problème en 3 coups de cuillère à peau ou en 24 heures. Ça sera intéressant également de connaître la position de Trump ces prochains jours sur ce qui se passe au Moyen-Orient. Mais pour le moment, on est avec Eric. Eric qui habite à Palm City, en Floride, qui est entrepreneur. Bonjour Eric. Bonjour. Vous n'avez pas dormi ou vous êtes levé tôt ? C'est-à-dire qu'on a su les résultats à peu près à 1h30 du matin et là il est en dessous de... j'ai un peu dormi, voilà. Vous avez un peu dormi. Vous êtes français ? Tout à fait. Je suis français, d'origine française, oui. Bon, d'origine française. Et vous êtes aux États-Unis depuis combien de temps ? Maintenant ça va faire 7 ans. 7 ans. Et vous êtes entrepreneur ? Oui. Je suis entrepreneur, tout à fait, avec ma femme. Et vous êtes dans quel secteur ? Si vous voulez, ma femme est business broker et realtor, donc on aide principalement les francophones à venir s'expatrier en Floride, puisque nous sommes en Floride, en leur trouvant un business pour leur visa.
Mais dites-moi, on s'est eu hier Non, Eric. pas du tout. Non, pas du mais, tout. mais Non. c'était le même job Non, c'était quelqu'un d'autre. Ah, c'était quelqu'un d'autre, parce qu'on a eu quelqu'un hier qui faisait un peu le même job, me Exactement. semble-t-il, Oui, que oui. vous. Donc vous habitez Palm City et vous avez voté, vous êtes américain désormais? Tout à fait. Moi, je suis maintenant, ma femme était franco-américaine. D'accord. Et donc, comme Donc avec ça, je donc suis vous rentré êtes- moi bon, sur et le vous territoire avez- américain avec la green card et après la nationalité. Bon, vous avez 55 ans. Tout à fait. Vous ne reviendriez pas travailler en France? Non. Bon, mais vous avez Non, de la pas du famille. Vous avez de la famille, j'imagine, en France? Oh non, j'ai encore de la famille en France, oui. Bon, vous avez peut-être vos parents, parce qu'à 55 ans, et ils viennent vous voir de temps en temps? J'ai encore ma mère. Bon, et c'est elle qui vient vous voir, ou c'est vous qui revenez en France? Non, c'est compliqué. Bon, d'accord, je rentre pas dans les détails. Ça, c'est parfois compliqué dans les familles. Bon, vous avez voté pour Trump, pourquoi? Alors, pourquoi? Parce que son programme était d'une façon de dire très très enthousiaste pour le peuple américain. Il faut pas se leurrer. C'était, il voulait fermer les frontières un peu, se battre pour l'inflation, baisser les impôts, beaucoup de choses qui vont dans le bon sens, on va dire. Bon, j'ai entendu, mais les arguments sur l'identité et les frontières, bon, je peux imaginer ce qu'il peut faire. Mais comment peut-il donner davantage de pouvoir d'achat aux Américains, selon vous? Selon moi, ça sera toujours mieux que ce qu'on a actuellement. Oui, mais qu'est-ce qu'il a proposé concrètement? J'ai posé cette question tout à l'heure à un auditeur, mais la personne n'a pas su me répondre. Quelles sont les mesures concrètes, lorsqu'il a parlé du coût du logement, de l'inflation, quelles sont les mesures concrètes pour que le pouvoir d'achat soit plus fort? Exactement, je pourrais pas rentrer dans le détail exactement parce que j'ai pas son programme sous les yeux, mais Bah oui, c'était mais c'est quand ça même. qui est étonnant, parce que ça a été un thème de campagne et on n'arrive pas à avoir un argument très précis, parce qu'il faut pouvoir augmenter évidemment le pouvoir d'achat. Restez avec nous de toute façon, parce que nous allons marquer une nouvelle pause. Il est 11h55. À 12h, ce sera Émilie Dez, bien sûr, pour les infos. J'ai vu Donna Vidal-Revel qui est venue surveiller si ces nouvelles indications sont bien prises en compte. Et je crois que je lui ai dit que c'était le cas. Oui. Ah bah Au bien cordeau sûr, maintenant. au cordeau. J'ai une question. Qu'est-ce que ça vous fait d'être à l'heure globalement, envoyer des pubs à l'heure? Oui, ça vous perturbe pas trop? Vous êtes en décalage horaire là? Ça change ma vie. Ça change ma vie, mais c'est un peu de votre faute, pardonnez-moi. Hein. Pardon? Mais oui, parce que vous me donniez pas les temps, donc. J'aimerais qu'on fasse un reportage de la régie pendant l'émission, mais les gens seraient choqués. Alors, écoutez, franchement, moi, j'ai un rapport à l'heure très précis. Demandez à pas tous en ceux émission, qui m'entourent, parce que justement, je vous suivais. Pour vos dîners, oui, peut-être, mais ici non. Hein. Ah, c'est vrai, les déjeuners pour vos aussi. dîners d'après. Allez, la pause, à tout de suite. Et avant la pause, on va parler du programme de Pascal Pro et vous avant 13h. Nous parlerons des casinos de France qui sont en danger avec un risque de légalisation des casinos en ligne.